Bienvenue, on va encore causer augmentation des risques, mais cette fois-ci j'ai intitulé la vidéo Maman j'ai faim parce qu'on va traiter d'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire, elle provient de la baisse du rendement des récoltes et de la baisse de la fertilité et aussi de la mort de certains produits d'élevage. Et c'est dû à quoi? Bah, c'est dû aux inondations, c'est dû aux sécheresses, c'est dû aux vagues de chaleur, mais il y a quand même un élément qui va en sens inverse, en tout cas pour ce qui est des plantes, c'est la fertilisation par le CO2 qui a plutôt tendance à favoriser la croissance des plantes. On va voir comment tout ça s'articule. La sécurité alimentaire, elle est menacée par évidemment des situations de pénurie qui peuvent générer des impacts économiques tels que l'inflation des prix de l'alimentaire. Évidemment, vous avez bien vu que ça peut alimenter des crises économiques parce que quand on dépense son argent essentiellement dans la nourriture, ben, on ne peut plus le dépenser ailleurs, donc il peut y avoir des effets de contagion sur l'intégralité de l'économie. Et puis, on va avoir des conséquences très concrètes sur les besoins essentiels des populations, à savoir des populations qui peuvent être malnutries, voire souffrir de la faim, à être dans des situations de famine qui peuvent toucher d'importantes parties de la population. Alors, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que véritablement les cultures vivrières ont été déjà affectées ou pas par le changement climatique? Ouais, il y a des études qui sont parues sur le sujet. Et on peut lire par exemple dans l'article de David Lobel et de Stefania Di Tommaso, dont vous avez les références ici, que we estimate that climate trends have caused current global yields of wheat, maize and barley to be 10, 4 and 13 lower 13% lower than they would otherwise have been, ce qui veut dire que bon, hein, le blé a vu ses rendements baisser de 10%, le maïs de 4% et l'orge de 13%. Et par contre, these losses likely exceeded the benefit of CO2 increase over the same period, whereas CO2 benefits likely exceeded climate-related losses for soybean and rice. Donc ça veut dire que pour le soja et le riz, les bénéfices de la fertilisation par le CO2 ont été supérieurs aux pertes, tandis que pour le blé, le maïs et l'orge, eh bien à ce moment-là, au contraire, les effets des sécheresses, les effets négatifs l'ont emporté sur les effets positifs de fertilisation. Mais ça, c'est jusqu'à aujourd'hui. Il y a des articles qui ont étudié la relation entre les événements climatiques extrêmes et la dynamique des prix. C'est en particulier le cas de cet article de Maximilian Cotte, qui est paru en 2025, qui s'appelle Climate Extreme Food Price Spikes and Their Wider Societal Risks. On trouve ce genre de diagramme dans cet article. Cette carte, je suis obligé de mettre mes lunettes parce que là, c'est écrit vraiment petit, j'espère que vous me le pardonnerez. Donc on voit que les risques, les aléas sont classés selon les trois couleurs. En rouge, vous avez Recent Heat, hein, donc les vagues de chaleur récentes. En marron, c'est des sécheresses, hein, Recent Drought. Et en bleu, vous avez les Recent Floods, donc les inondations. En bleu foncé, vous avez les inondations telles qu'il n'y en a jamais eu d'aussi grave sur la période précédente, c'est-à-dire sur la période 1940-2019. En bleu un peu plus clair, vous avez les inondations qui sont plus graves que 95% des inondations de 1940-2019 et ainsi de suite. Voilà, c'est comme ça qu'on lit hein, ces légendes hein, et ces couleurs. Voilà la signification des couleurs. Et donc, si on commence par le rouge, par exemple, ben, on s'aperçoit que au Ghana et en Ivoire, eh ben, les vagues de chaleur ont pu multiplier le prix du cacao par 280, donc c'est presque multiplié par 4. Hein. Alors ça, c'est vraiment une catastrophe totale, bien entendu, hein, pour les gens qui aiment le chocolat, comme beaucoup de monde, on va dire. Vous voyez qu'en Inde, vous avez le prix des oignons et des patates qui a pu augmenter de près de 89 ou 81%
en 2024. Vous avez le prix de... pardon, j'ai perdu le prix du riz en Chine qui peut augmenter de 30% à cause là aussi d'une vague de chaleur. Alors passons maintenant sur les sécheresses et on voit que la sécheresse de 2023-2024 a généré une augmentation de 50% du prix de l'huile d'olive. Alors moi, ça correspond tout à fait à ce que j'ai vu, hein, parce que bon, je suis un petit peu exigeant sans plus sur l'huile d'olive, donc j'ai acheté de l'huile d'olive à 10 euros la bouteille, et puis là, je me retrouve avec de l'huile d'olive, je l'achète à chaque fois 15 euros, donc c'est bien 50% d'augmentation. Ça n'a pas rebaissé, hein, peut-être un peu, mais vraiment pas beaucoup, quoi. Donc ça, c'est pour ce qui est des sécheresses, hein, mais on voit que les sécheresses peuvent aussi affecter des endroits qui sont quand même beaucoup plus vulnérables que chez nous, hein. Et donc en particulier, par exemple, en Éthiopie, hein, ça c'est vraiment des zones qui n'ont pas de marge de manœuvre, hein, en termes de pouvoir d'achat, où les food prices ont augmenté de 40% après une sécheresse en 2022. Donc là, les impacts sont lourds, hein, il y a des famines à la clé. Et enfin, on peut aussi voir que il y a eu des inondations au Pakistan, hein, avec par exemple 50%, 50% increase in rural food prices in weeks following August 22 floods. Donc, vous voyez que là aussi, il peut y avoir, même en UK, on peut avoir une augmentation du prix des pommes de terre, et voir en Australie une augmentation de 300%, donc x4, hein, sur le prix de la laitue. Alors, je sais pas comment les pauvres Australiens ont supporté un tel truc. Donc, vous voyez, hein, on a des impacts qui sont lourds quand même sur les prix chaque fois qu'on a ce genre de problème, avec aussi des phénomènes de pass-through, hein, c'est-à-dire que l'inflation alimentaire se transmet aux autres prix. Une fois que l'inflation est installée, c'est assez compliqué, quoi. Alors, c'est pas sans impact sur des dynamiques politiques, hein. Lorsque les gens sont surpris par des chocs inflationnistes, il peut y avoir du coup lieu à des changements climatiques, à des événements climatiques extrêmes. L'inflation des produits alimentaires, quand elle est elle peut surprendre et se transformer dans une inflation généralisée. Cette inflation généralisée, on voit qu'elle génère en général des votes pour des partis extrêmes. Alors moi, j'ai rien contre les partis extrêmes en tant que tels. Par contre, quand c'est des partis extrêmes qui prônent l'inaction climatique, on est là dans une dynamique, hein, de déni par rapport au changement climatique, et donc ça peut renforcer le changement climatique, hein. Donc on l'a beaucoup dit que Trump avait été élu en partie à cause du prix des œufs, hein, tout bonnement, hein, c'est-à-dire que les gens avaient l'impression que l'inflation avait pas été maîtrisée par Biden, et du coup on a le vote pour quelqu'un qui est climato-sceptique, et dont toutes les décisions de politique climatique sont une vraie catastrophe et un renoncement à tous les niveaux. Donc vous voyez que il y a des conséquences en fait, hein, de ces événements climatiques extrêmes un peu partout sur la planète, et qui ne vont pas nécessairement dans le bon sens, hein, du point de vue du changement climatique. Alors, ça, c'était ce qui s'était passé. Maintenant, voyons ce qui va se passer. Et si on regarde dans le rapport du GIEC sur les impacts, donc dans la R6, il y a des données sur, par exemple, le maïs et le riz, ici, où on voit comment, selon les différents scénarios, on peut avoir des impacts, hein, qui sont pas les mêmes. Et donc, end of century, vous pouvez voir que sur le maïs, on a des prévisions avec un scénario 8.5 où on peut se retrouver avec des baisses de 50% sur les rendements. 50% sur les rendements, hein, c'est vraiment énorme. Alors on n'aura peut-être pas le scénario 8.5, mais même dans le scénario 4.5, on est sur des baisses qui peuvent être de l'ordre de enfin, si je regarde un peu le milieu ici, on serait peut-être à 20% de baisse des rendements, donc c'est vraiment pas négligeable du tout. Alors pour le riz, on voit que c'est quand même bien moindre, parce que le riz est irrigué, hein, donc tant qu'il y a de l'eau, en gros ça va. S'il y a plus d'eau, là ça va être compliqué, mais tant qu'il y a de l'eau, le riz est quand même moins affecté, hein. D'autant que lui, il est en quelque sorte favorisé par la fertilisation par le CO2. Si on regarde le soja, alors effectivement c'est bien moins pire, puisqu'il est possible même qu'il s'en sorte mieux, hein, même dans le scénario 8.5. Par contre pour le blé, là, qui est quand même vraiment une céréale essentielle, end of the century, on a vraiment des baisses de rendement, hein, qui sont prévues par la R6 et qui sont non négligeables.
Alors, ces études, elles prennent pas en compte le fait que les paysans, en quelque sorte, puissent s'adapter, c'est-à-dire qu'ils puissent changer leurs techniques, changer les variétés qu'ils plantent, avoir recours à des techniques d'irrigation, de protection par rapport à l'évaporation, etc. Mais il y a quand même des études qui ont essayé de prendre ça en compte et donc en particulier celle-ci qui est parue très récemment, puisque c'est juste moins d'un mois avant que j'enregistre cette vidéo. C'est Impact of Climate Change on Global Agriculture Accounting for Adaptation. Donc je vous cite pas tous les auteurs, c'est Andrew Hodgen qui a mené cette étude. Et voilà ce qu'il trouve. Il trouve que, je vais remettre mes lunettes hein, si ça vous ennuie pas, parce que j'ai un peu du mal à relire tout ça. Il trouve donc à la fin du siècle, hein, d'ici en 2098, eh bien, dans le scénario de réchauffement avec un forçage climatique de 8,5 watts par mètre carré, eh bien, on aurait des baisses de 24%, de 24% si on prend en compte les capacités d'adaptation, ce qui réduit quand même par rapport à 36, hein, on a une bonne réduction d'un tiers, hein, de 36 à 24, on a une réduction d'un tiers à peu près, mais ça reste quand même moins 24% au niveau mondial, du coup, sur les céréales, donc c'est quand même assez énorme, et moins 11% si on est dans le scénario 4.5. Je voudrais faire ici une précision méthodologique. Ce genre d'étude est basé sur de la modélisation, et bien sûr parce qu'il y a du contrefactuel, donc il faut modéliser, mais c'est de la modélisation purement statistique. En fait, il y a plusieurs manières de modéliser. Vous pouvez modéliser en décrivant en quelque sorte, en utilisant un modèle qui décrit la réalité physique, ou par exemple la réalité économique hein, du monde, mais vous pouvez aussi avoir des modèles qui en quelque sorte ignorent cette réalité, mais se contentent juste d'associations statistiques entre les variables. Alors, et à l'intérieur de ces modèles qui sont purement statistiques, il y en a certains qui font en quelque sorte des hypothèses plus ou moins fortes hein, en termes de type de relation statistique. Là, je rentre pas dans ces détails, mais enfin, comprenez bien qu'ici, c'est un peu la faiblesse de ce genre d'études tout de même, c'est que en fait, on ne comprend pas vraiment le monde, c'est juste de l'association statistique entre les variables. Alors le cas du blé est intéressant hein, parce que on voit que en plus ça peut se focaliser, les baisses peuvent se focaliser sur. Bon déjà on voit quand même que les endroits où on va avoir moins de rendement bah, sont beaucoup plus importants en étendue que les endroits où il y a des gains. C'est simplement sur le nord de l'Europe, sur la Russie, le nord de la Chine qu'on peut avoir des impacts positifs un peu sur l'Amérique centrale, cela dit, mais sinon, dans la plupart des cas, c'est des pertes qui peuvent être assez élevées, en particulier dans des endroits qui sont assez pauvres hein, en Asie. Donc ça, c'est assez préoccupant. Et puis, on a des cultures vivrières telles que le manioc, où là aussi, on a des baisses, alors que c'est vraiment des nourritures importantes, et on peut avoir des baisses qui peuvent aller jusqu'à 75% de rendement, alors que les gens vivent de ça. Hein. C'est-à-dire que, donc là, on a des perspectives qui sont complètement flippantes hein, sur le manioc, par exemple. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de calories disponibles, par exemple? La conclusion de l'article, c'est que chaque degré de réchauffement réduit la nourriture disponible de 120 kilocalories, sachant que bon, il faut à peu près 2300 kilocalories par jour, donc 120 kilocalories par degré. Donc comme si on se fait 3 degrés, hein, ça fait 360 kilocalories. Et donc l'auteur de l'article écrit: If you think about a 3 degrees Celsius warmer future, that's like a population that is giving a breakfast every day. That would be the level of the caloric output loss, nous dit Andrew Hudlin. Alors, en fait, ça veut dire que voilà, ça veut dire qu'on saute le petit-déj. Hein, c'est comme si la population sautait le petit-déj, voilà, tous les jours, quoi, à cause de cette baisse des rendements. Vous vous rendez compte un peu, l'impact, il est absolument énorme quand même. Hein. Il y a bien sûr des effets, pas simplement sur, sur les récoltes, mais il y a aussi des effets sur l'élevage. Hein. Et alors les effets sur l'élevage, ils passent par plusieurs choses. Ils passent par le fait que les troupeaux et les élevages vont avoir moins de nourriture, hein, parce qu'il va y avoir des baisses de rendement sur les nourritures.
Mais en fait aussi, il va y avoir des effets directs de la chaleur, en particulier des vagues de chaleur sur l'élevage. Bah parce que pourquoi? Bah parce qu'en fait, les animaux, quand ils ont beaucoup trop chaud, bah ils grandissent pas du tout à la même rapidité et leur rythme de reproduction va être lui aussi affecté. Et puis il y a un autre problème qui est dû aux vagues de chaleur, c'est le fait qu'il y a aussi les transports. Et le transport de la nourriture, c'est pas évident, et en particulier de la viande, hein, qui a besoin de réfrigération, etc. Et si jamais les températures augmentent, il y a plein d'endroits où finalement la viande est transportée sans être très bien réfrigérée, et là il peut y avoir des tas de maladies ou des pertes de qualité de la viande. Alors la situation, elle est déjà franchement pas très bonne hein, avant le changement climatique, hein. Je remets mes lunettes parce que c'est écrit petit. Euh, on a un dixième de la population qui souffre de la faim, hein, qui va se coucher en ayant faim. On a 3 milliards de personnes qui n'ont pas des diètes qu'on pourrait dire de bonne qualité en termes de santé. Euh, donc on en a 1,5 milliard de personnes dont le mode d'alimentation ne couvre pas l'intégralité de leurs besoins nutritionnels. Euh, on a 149 millions d'enfants, dont 5 qui sont rachitiques carrément, 45 millions qui sont malnutris, et 39 millions qui, à cause d'une mauvaise alimentation, sont en surpoids. Donc vous voyez que la situation n'est déjà pas bonne à l'heure actuelle. Et le problème, c'est que cette situation va empirer. Hein, si on regarde la World Food Programme, s'il se passe rien, hein, c'est-à-dire que si on continue sur les tendances actuelles, on aura 20% de famine et de malnutrition en plus, donc les perspectives sont assez mauvaises. Alors ce qui pose problème avec l'insécurité alimentaire, c'est qu'en plus ça peut être une rétroaction positive, c'est-à-dire que la perte des moyens de subsistance, c'est ça, qui est dû au changement climatique, hein, c'est ça qui fait que les gens souvent migrent, c'est-à-dire qu'ils abandonnent leurs terres, et du coup bah, les terres ne produisent plus rien, et donc du coup il y a cet abandon des terres réaugmente, hein, booste de nouveau la perte des moyens de subsistance. Donc on est là dans un espèce de cercle vicieux où l'agriculture est flinguée par le fait que les gens, n'en vivant pas bien, l'abandonnent. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Et bien sûr, ça soulève la question des réfugiés climatiques, hein. Donc l'insécurité alimentaire est une des causes majeures, bien entendu, des migrations climatiques ou des déplacements de population. Et donc, voilà un article du Monde qui nous dit que en 10 ans, 220 millions de personnes ont été déplacées de force par les catastrophes climatiques. Donc, ouais, ça commence à faire beaucoup de monde. Et avec un exemple plus précis qui nous dit que la sécheresse qui touche la Somalie, qui a touché la Somalie en 2022, en 2021, pardon, a forcé le déplacement de plus de 1 million de personnes. Donc vous imaginez, une sécheresse, 1 million de personnes déplacées. C'est assez inimaginable, hein. Voilà quoi. Il faut imaginer les plus grosses manifestations qu'on ait jamais eues presque en France. Et c'est d'un coup, hein, c'est des gens qui sont obligés de quitter leur lieu de vie, quoi. Moi, ce qui me pose problème avec ces questions d'insécurité alimentaire, c'est que, y compris pour nous, c'est un risque, je dirais, en termes moral. Parce que font les sociétés occidentales par rapport à ces migrants et à cette détresse? En fait, elles se referment. Elles se referment en étant de plus en plus indifférente en fait hein, au sort de ceux qui, au fond, crèvent juste de faim. Et moi je crains, on voit aujourd'hui en Israël que des dizaines de personnes meurent tous les jours parce qu'ils ont faim et qu'ils vont dans les centres alimentaires et ils reçoivent des balles, et en quelque sorte ça paraît normal à tout le monde et l'Europe presque ne dit rien. Bon, voilà, je me demande comment, dans un monde où l'insécurité alimentaire va devenir un problème majeur et où il y aura énormément de migration, je me demande comment nous allons rester humains et comment nous allons pouvoir finalement sauvegarder les principes moraux de nos civilisations. C'est une inquiétude qui vraiment me taraude, je dois vous avouer. J'espère qu'on trouvera des solutions, mais la seule solution, la seule vraie solution ne serait de ne pas nous mettre devant ces dilemmes, de ne pas nous mettre devant ces choix, et donc d'atténuer le réchauffement climatique et les événements climatiques extrêmes qui les accompagnent.
comprenez-moi bien, hein, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut mettre, je dirais, sur le même plan les problèmes moraux des pays riches et les problèmes matériels de survie des pays pauvres face au changement climatique, hein. Euh, je veux dire, toute proportion gardée, évidemment, c'est pas des problèmes aussi graves. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire, c'est que au fond, personne ne sera indemne. En tant que victime, évidemment, les pertes seront abominables, mais en tant que bourreau, en quelque sorte, par inaction ou par protection, eh bien, nous serons, nous aussi, impactés. Voilà, c'est un enjeu majeur, cette question de la sécurité alimentaire. Et on va voir aussi sur les questions de l'eau, hein, qu'on a des questions de ce type qui se posent, mais on traitera ça dans une vidéo ultérieure, si vous le voulez bien.